Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de ce journal du Mercato nantais. Mercato hivernal qui avait commencé très fort, rappelez-vous, l'arrivée d'Anthony Lopes, Alban Lafont est écarté du groupe professionnel. Ensuite il y a eu, vous savez, tous les changements qu'il y a eu dans le staff, donc une certaine forme de remaniement pour apporter du sang neuf en interne. Je pense que ça a été un peu un choix de la direction qui, à défaut d'avoir pu trouver un nouvel entraîneur, pour rappel, ils avaient fait volte-face pour au final conserver Comboiré. Ils avaient quand même demandé du changement dans l'entourage de Comboiré. On se rend compte sur les résultats, et notamment la dernière semaine avec le triste résultat à Brest, le triste résultat à Saint-Etienne. Quand je dis triste, sans même parler du bilan comptable, c'est dans le contenu, on se rend compte que il n'y a pas eu un changement assez fort qui a suffi à faire vraiment bouger les choses au sein de l'effectif d'Antoine Comboiré. Donc voilà, on se retrouve dans cette situation où on est à finalement 10 jours de la fin du mercato. C'est calme plat globalement sur le marché complet en France. Comme vous le savez, les clubs français sont particulièrement pauvres liés à la mauvaise gestion des droits télé en France par la Ligue. Et ils ont tous des besoins, à savoir des joueurs d'expérience qui ont joué en Ligue 1. Donc en réalité, ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Et Nantes est pleinement dans cette situation. On est à 10 jours, normalement la dernière semaine devrait être assez active, Nantes recherche toujours 3 joueurs minimum, c'est en tout cas ce qui nous a été déclaré, je vous rappelle, un joueur par ligne, donc gardien c'est bon, ça a été fait dès le premier jour quasiment, par contre les 3 autres on galère un peu. On va les prendre poste par poste, commençons par le poste de défenseur central. Donc là c'est le sujet du moment, c'est d'ailleurs ce qui m'a encouragé à faire une vidéo aujourd'hui parce que Nantes a réellement besoin d'un défenseur central, surtout que entre temps il y a eu la blessure de Nathan Zézé, fracture à la malléole qui contraint Nantes réellement à s'activer rapidement sur le marché parce que Duverne a été essayé en défense centrale, ça a été très compliqué face à Brest. Au final, Palois Castelletto, ça a fait la maille face à Saint-Etienne, mais Zézé va être absent 3 mois, donc tu tiens avec 2 défenseurs centraux pendant 3 mois, donc quasiment jusqu'à la fin de la saison, ça risque d'être assez compliqué, surtout que ces deux joueurs qui ont déjà, voilà, ces deux tauliers qui ont déjà un certain âge, qui ont peut-être besoin de souffler. On sait que Castelletto aussi, Comboiré aimerait bien l'essayer un peu plus en numéro 6, donc il faudrait quelqu'un d'autre derrière pour pouvoir jouer aux côtés d'un Nicolas Palois qui là est plus que jamais indispensable. Rappelez-vous, au mois de juin, Nicolas Palois disait ouais, je suis là pour accompagner les jeunes, j'aurai moins de temps de jeu mais je vais être là pour les accompagner. Au final, c'est pareil tous les ans, il se retrouve à faire ses 30 matchs, quoi qu'il arrive dans la saison. Là, en tout cas, on est en plein dedans. Donc Palois Castelletto, c'est très bien, surtout quand ça joue bloc bas. Par contre, quand il y a un petit peu plus d'espace derrière et que l'adversaire a un petit peu plus d'espace dans le dos, Palois est rapidement en difficulté. Castelletto, je vous en parle même pas. Donc il faut quand même essayer de renforcer cette défense. Et Nantes a ciblé un profil qu'on connaît bien en Ligue 1, celui de l'ancien Clermontois, Maximiliano Coffrier. Alors c'était un Belge qui a fait une très bonne première saison avec Clermont, la fameuse saison où il finit 8ème, là c'est le record du club. Coffrier avait vraiment été bon en défense avec, je me souviens, Vitesca et Alidou Seydou, c'était une défense à 3 qui marchait très bien. Donc il jouait à axial gauche un peu à l'époque alors qu'il est droitier, puis on voyait que c'était celui qui était quand même assez costaud, qui avait pas peur de monter balle au pied un peu comme peut être capable de le faire Nicolas Palois. Finalement dans le profil on se rapproche un peu d'un Nicolas Palois mais en mode droitier et avec quasiment 10 ans de moins. Donc voilà, le problème avec Maximiliano Coffrier, parce qu'il y en a toujours un, parce que sinon il serait pas pisté par le FC Nantes, il jouerait déjà à la Juventus Turin. Le problème c'est que là je vous parle d'une saison qui remonte à 2 ans, entre temps il y a eu une blessure lors de sa seconde saison à Clermont avec la descente des Auvergnats en Ligue 2, lui il aura fait une saison vraiment moins bonne que la première où on l'a senti moins rapide, moins solide dans les duels, moins beaucoup de choses, vraiment juste un moins bon défenseur que lors de sa première saison à 25 ans où il pétait la forme. Là du coup au mercato, donc il avait été acheté 3,5 millions quasiment par Clermont, je crois que c'était un gros investissement pour le club à l'époque. Ils ont essayé de lui trouver une porte de sortie au dernier mercato, ils n'ont pas réussi, jusqu'au dernier moment et le club de Valence est venu pour proposer un prêt. Valence cherchait un 3e voire 4e défenseur central dans la hiérarchie pour combler à la blessure, vous savez, de Mouktar Diakabi, l'ancien lyonnais qui je crois il s'est quasiment cassé la jambe, c'est une très grosse blessure. Donc Coffrier arrive à Valence, on est à peu près, quasiment 5 mois après sa signature à Valence, il a joué un match en Liga, et au final dans ce match en Liga c'est lui qui concède le penalty de l'égalisation pour l'équipe adverse. Super. Donc c'est encore une fois un joueur en manque total de rythme, et il faut savoir que c'est la priorité d'Antoine Comboiré au FC Nantes. Il a dit je veux Coffrier.
Alors, sait-on jamais, peut-être que le mec va revenir, il aura la dalle, et si on retrouve le coffrier de la première saison à Clermont, moi vous m'envoyez le contrat, je signe tous les jours. Sauf que là le problème c'est que ça fait 2 ans que le mec, je pense que niveau confiance, entre les blessures, les mauvaises performances et le manque de temps de jeu, bon voilà, je pense que mentalement ça doit être assez compliqué. On est dans une opération de maintien où on a besoin de fraîcheur. Est-ce qu'on a réellement besoin d'un joueur à relancer? Je ne suis pas sûr. Il faudra essayer au moins de trouver un mec qui soit un peu plus sur une phase ascendante dans sa carrière et un mec qui apporte un petit peu plus de fraîcheur. Et Nantes, pour des raisons soi-disant financières, mais je pense aussi parce qu'il ne fait pas l'unanimité en interne du côté de Nantes. Les dernières nouvelles, c'est que la piste Coffrier se serait refroidie au profit d'une nouvelle piste, Abakar Sylla. Vous ne rêvez pas, c'est le joueur Bluco acheté par Strasbourg pour 20 millions d'euros à l'été 2023. Il était arrivé en grande pompe, c'était jour de fête nationale dans tout le pays. 20 millions d'euros, on n'avait jamais vu Strasbourg dépenser autant sur un marché des transferts que lorsqu'ils ont mis 20 millions sur Abakar Sylla, qui à l'époque avait 20 ans il me semble, aujourd'hui il en a 22. Sa première saison, alors pour un mec à 20 millions d'euros, tu dirais que c'est décevant. Pour un mec qui vit sa première saison en Ligue 1, tu dis que c'est encourageant. Bref, grosso modo, en tant que défenseur, ça va. Mais il fait pas mal d'erreurs, notamment en fin de match. Et des fois, il a des gros oublis, des gros manques. Sur 10 minutes ou 20 minutes où il est plus du tout dans son match, il est capable de faire cagade sur cagade. Cette saison, il avait bien démarré la saison, il était assez solide, jusqu'à ce que Liam Rosenior trouve une solution miracle pour la défense strasbourgeoise, à savoir une défense Doucouré-Sarr, qui depuis n'a plus bougé, c'est la charnière titulaire, et donc lui n'a plus rejoué depuis le 24 novembre. Donc je pense que le joueur ne serait pas forcément contre l'idée d'être prêté 6 mois et de plus jouer à Nantes. Alors peut-être que ce serait un prêt sec, même certainement, j'ai du mal à voir Nantes, parce que là la valeur du joueur est au moins à 10 millions d'euros. J'ai du mal à voir Nantes déposer autant dans la mesure où on est incapable de poser 2 ou 3 millions sur un joueur aujourd'hui. Donc Nantes essaye un prêt pour l'Ivoirien. Alors, mon avis quand même sur le joueur, comme vous l'avez senti, Coffrier, j'étais pas trop chaud parce que c'est un joueur qui est sur une phase comme ça et qui n'est pas au super moment de sa carrière. Quant à Abakar Sylla, c'est quand même un joueur qui a 22 ans, qui je pense apporterait un peu de fraîcheur à cette équipe qui en manque cruellement. Ce que j'aime bien avec lui et ce qui lui change aussi du profil de Coffrier, c'est que je parlais qu'actuellement dans l'effectif entre Castelletto et Palois, on a 2 joueurs quand même globalement assez lents qui quand il y a des appels dans le dos, ça devient beaucoup plus compliqué. Abakar Sylla, lui, il est quand même plus rapide que les 2 joueurs qui sont actuellement au poste à Nantes, et je pense que dans la couverture, il devrait être capable au moins de bien se compléter avec un Palois ou avec un Castelletto, à voir quel schéma Comboiré souhaiterait mettre en place par la suite. Mais Abakar Sylla, moi, à la limite, au vu des finances de Nantes et au vu du peu d'opportunités qu'il y a, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Alors on va mettre des guillemets parce que c'est pas non plus l'idée du siècle, mais ça va. Je trouve que parmi toutes les pistes qu'on a entendues, parce qu'on en a entendu des conneries à Nantes entre Salama, Coffrier, etc. Je trouve que c'est celle qui est peut-être un petit peu, qui a été un petit peu plus étudiée, un petit peu plus réfléchie. Donc à voir ce que ça donnerait. Strasbourg pour l'instant est plutôt réticent à l'idée de le laisser, mais apparemment il reste quand même ouvert aux propositions nantaises, donc on va voir ce que ça va donner. Donc voilà les nouvelles que je pouvais vous donner au poste de défenseur central. Au milieu de terrain, Djebama n'est pas parti, à mon plus grand regret, comme vous avez pu l'entendre sur les différents débriefs, comme le débrief de Nantes-Monaco où il avait fait une entrée et j'étais au stade, je crois que j'étais resté devant le match comme ça avec les yeux grands ouverts, la bouche ouverte, tellement j'ai été subjugué de voir un mec de ce niveau là jouer en Ligue 1. Donc Djebama, à mon plus grand dam, n'a pas été transféré au CSKA Moscou, qui apparemment s'intéressait à lui un peu avant le mercato. Il est toujours là, toujours en poste, toujours vivant, rassurez-vous, comme dirait Renaud. Donc voilà, Djebama n'est pas parti. Néanmoins, Nantes cherche toujours un milieu de terrain, plutôt défensif. Il y a eu la blessure là, de Douglas Augusto, j'ai pas eu de nouvelles là, face à Saint-Etienne, j'espère que ça va aller mieux parce que sinon on devra faire le reste de la saison avec Chirivella, Le Penant seulement au milieu de terrain. Du coup Comboiré a été contraint de faire monter notamment Louis Leroux, on a vu ses premières minutes, ses vraies premières minutes en Ligue 1 parce qu'il a quand même pas mal joué face à Saint-Etienne. Assez timide, mais quand même capable de faire des choses, de combler certaines brèches et surtout avec une bonne activité quand même. Donc si on considère que Louis Leroux va être là un petit peu en rotation, ça n'empêche qu'il nous manque toujours un milieu de terrain. Nantes a ciblé Elliot Matarazzo qui était le joueur priorité du club. Le
Problème avec Matarazzo, c'est que Nantes voulait un prêt là où Monaco voulait un transfert. Au final, quand tu n'es pas d'accord sur les modalités, t'as beau discuter, il y a un club anglais qui arrive, qui pose un transfert, Monaco dit oui, le transfert est officialisé. Elliot Matarazzo va donc signer en 2e division anglaise chez le 21e Hull City. Donc voilà, super, magnifique, on se fait dépasser par un club qui joue le maintien et quasiment la relégation en Championship. Mais tout va bien parce que eux, ils ont les moyens de mettre 2 ou 3 millions sur un joueur qui est à peu près le prix du transfert. Donc on se rend compte que Nantes n'a pas les moyens de mettre ne serait-ce 2 millions sur Elliot Matarazzo, qui est un jeune joueur milieu défensif que tu aurais pu revendre plus cher pour le coup. Matarazzo, il y avait une vraie plus-value à faire. Donc c'est un club anglais qui décroche le gros lot. Alors, le gros lot évidemment, toute proportion gardée, hein. Je pense que Matarazzo, voilà, on n'est pas non plus sur Rodri, mais bon. Nantes, ça n'empêche que voilà, ça n'avance pas. Nantes essaie toujours d'envoyer des propositions de prêt à droite à gauche. Ça n'avance pas au milieu de terrain et ça n'avance pas plus au poste d'ailier droit. Il y a eu le nom de Kamaldeen Sulemana. Nantes voulait un prêt, Southampton voulait un transfert. Hop, piste quasiment à oublier. Ikoné, Nantes voulait un prêt, la Fiorentina voulait un transfert, piste à quasiment oublier, et Nantes pourrait même se faire doubler par le Paris FC sur ce dossier. Donc là c'est un club de Ligue 2, même s'il y a un gros projet. Bref, voilà quoi, Ikoné, on se fait doubler par un club de Ligue 2, c'est quand même très triste. C'est pour dire où en est Nantes. Alors, il n'y a pas que Nantes dans cette situation, il y a Montpellier où financièrement c'est très compliqué, Le Havre, tout ça, c'est même pire que nous. Mais voilà, c'est quand même un constat général, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de changement et la situation financière fait qu'on ne peut pas apporter du sang neuf dans cet effectif qui en a cruellement besoin. On a vraiment besoin de changer quasiment la totalité de l'effectif. Donc voilà où ça en est. Abakar Sylla et Cofrier. Donc Cofrier c'est en train de se refroidir. Abakar Sylla c'est la dernière piste dont on parle pas mal au poste de défenseur central. N'hésitez pas à me donner votre avis d'ailleurs sur ce joueur, notamment s'il y a des Strasbourgeois qui peuvent me renseigner un peu plus sur ce qu'ils pensent du joueur, parce que c'est quand même un joueur acheté 20 millions d'euros à Strasbourg et qui pourrait du coup être prêté 1 an et demi après son arrivée. On va voir donc ce que ça va donner. Moi en tout cas je suis plutôt pour Abakar Sylla, je suis contre Maximiliano Cofrier, ça tombe bien, c'est une piste qui se refroidit. Donc voilà, un petit mot quand même pour vous dire que Ganago du coup c'est complètement officiel, ça y est, le visa a été fait, il a signé à New England Revolution, c'est pour l'instant le seul départ côté nantais. Il n'y a pas d'autres rumeurs, ça n'a pas l'air de beaucoup s'activer, que ce soit pour des Lafont, des Santons qui sont écartés du groupe, Mollet, pas de départ en vue, Mostafa Mohamed, Duverne qui ont également été écartés du dernier groupe. Il se passe rien, de toute façon les joueurs de Nantes sont quasiment invendables. Qu'est-ce que ça nous arrangerait quand même de pouvoir bien vendre des joueurs et voilà, de pouvoir quand même assainir les finances qui en ont également bien besoin. Et donc voilà, il n'y a pas que les arrivées qui pêchent à Nantes, il y a aussi les départs, mais ça on le sait déjà depuis plusieurs saisons, à l'image notamment du transfert avorté de Mostafa Mohamed l'été dernier pour 10 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on aurait dû le vendre à ce prix-là? Franchement, ça aurait été une super affaire. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut rien faire contre ça. En tout cas, j'espère que ce 3e épisode du journal du Mercato Nantais vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde!